Je m'appelle Marguerite Dubois, et aujourd'hui, en ce jour de mes 30 ans, je vais enfin dire la vérité à ma famille. Une vérité que j'ai soigneusement cachée pendant des années, comme un trésor enfoui dans les profondeurs de mon âme. Debout devant le miroir de ma petite chambre dans notre maison familiale de Beaumont-sur-Loire, j'observe mon reflet. Les mêmes cheveux châtains que maman, les mêmes yeux verts que papa, mais quelque chose a changé dans mon regard. Une détermination nouvelle brille dans mes prunelles, celle d'une femme qui s'apprête à révéler qui elle est vraiment. Depuis ma plus tendre enfance, j'ai été l'ombre de mes frères. Antoine, l'aîné, ce génie précoce qui dévorait les livres de médecine dès l'âge de 12 ans. Philippe, le cadet, ce prodige du droit qui plaidait déjà ses propres causes à table lors des repas dominicaux. Et moi, Marguerite, la petite dernière, celle qui semblait toujours à la traîne, celle dont les bulletins scolaires étaient accueillis avec un soupir résigné de la part de nos parents. Notre petite Marguerite, disait souvent maman à ses amis, elle est gentille, mais elle n'a pas la bosse des études comme ses frères. Il faudra qu'elle trouve sa voie autrement. Autrement. Ce mot résonnait dans ma tête comme une sentence. Comme si j'étais condamnée à une existence de second plan, à vivre dans l'ombre de mes frères brillants, à accepter un destin médiocre parce que c'était tout ce qu'on attendait de moi. Mais il ne savait pas. Il ne savait rien du tout. À 8 ans, pendant qu'Antoine étudiait ses manuels de sciences naturelles et que Philippe annotait ses premiers codes civils juniors, moi, je me glissais dans la bibliothèque municipale. Pas pour lire les livres d'images qu'on me recommandait, mais pour dévorer en secret les ouvrages de mathématiques avancées, de physique, d'ingénierie. Je comprenais tout, j'assimilais avec une facilité déconcertante, mais quelque chose en moi refusait de le montrer. La première fois que j'ai délibérément échoué à un contrôle, j'avais 9 ans. C'était un exercice de mathématiques d'un niveau bien supérieur à celui de ma classe. Je connaissais toutes les réponses. J'aurais pu résoudre ces équations les yeux fermés, mais j'ai volontairement donné des réponses approximatives. J'ai fait semblant de ne pas comprendre. Quand Madame Leroux m'a rendu ma copie avec un sourire compatissant, je me suis sentie à la fois soulagée et terriblement triste. Soulagée parce que je savais que si je révélais mes vraies capacités, la pression familiale deviendrait insupportable. Papa aurait commencé à me comparer constamment à Antoine et Philippe, maman aurait eu des attentes impossibles à satisfaire, et mes frères m'auraient peut-être détesté de leur voler la vedette. Triste, parce qu'une partie de moi brûlait de montrer ce dont j'étais capable, de prouver que moi aussi, j'avais cette étincelle brillante dans les yeux. Les années ont passé, et j'ai perfectionné mon art de la dissimulation. Au collège, puis au lycée, j'ai maintenu cette façade de médiocrité studieuse, juste assez bonne pour ne pas inquiéter, jamais assez brillante pour attirer l'attention. Mes professeurs me décrivaient comme une élève sérieuse mais sans éclat particulier. Mes parents acquiesçaient avec bienveillance, et mes frères continuaient à briller de tout leur feu. Antoine a intégré la faculté de médecine de Lyon avec les félicitations du jury. Philippe a décroché son admission dans une grande école de droit parisienne. Et moi, j'ai annoncé que je voulais rester à Beaumont-sur-Loire, travailler dans une petite entreprise locale, mener une vie simple et tranquille. « C'est sage, ma chérie », avait dit maman en me caressant les cheveux. « Il faut connaître ses limites. Tu seras très heureuse ici, j'en suis sûre. Connaître ses limites. Si seulement elle savait... » J'ai trouvé un emploi d'assistante administrative chez Bertrand & Associés, une petite société de comptabilité qui sentait le café froid et les dossiers poussiéreux. Monsieur Bertrand, un homme bedonnant aux lunettes épaisses, m'a accueilli avec un sourire paternaliste. « Vous verrez, mademoiselle Dubois, le travail n'est pas compliqué. Un peu de classement, quelques lettres à taper, répondre au téléphone. Rien qui dépasse vos capacités, j'en suis certain. Mes capacités. » Encore ce mot qui revenait sans cesse, comme une mélodie obsédante. Pendant la journée, je classais des factures, je répondais poliment aux clients, je tapais des courriers administratifs avec application, une employée modèle, discrète et efficace, exactement ce qu'on attendait de moi. Mais le soir, ma vraie vie commençait. Dès que je rentrais dans mon petit appartement au-dessus de la boulangerie Moreau, je me transformais. J'allumais mon ordinateur, je sortais mes manuels cachés sous une pile de magazines féminins, et je plongeais dans un monde fascinant d'équations complexes, de théories révolutionnaires, de défis intellectuels qui faisaient battre mon cœur plus fort. J'avais découvert les cours par correspondance de l'École polytechnique de Paris, tout à fait par hasard, en naviguant sur Internet. Au début, c'était juste de la curiosité. Je voulais voir si je pouvais suivre le niveau, si mes années de dissimulation n'avaient pas émoussé mes capacités réelles.
J'ai créé un faux profil, choisi un nom d'emprunt, Marie Delacroix, et je me suis inscrite à un module d'introduction à l'ingénierie. Le professeur virtuel qui corrigeait mes devoirs a très vite remarqué quelque chose d'inhabituel. Mes résultats étaient exceptionnels, ma compréhension intuitive des concepts les plus ardus était remarquable. En 3 mois, j'avais rattrapé le niveau d'étudiant qui suivait ces cours depuis 2 ans. Mademoiselle Delacroix, m'avait écrit le directeur pédagogique. Vos résultats sont tout à fait extraordinaires. Avez-vous déjà envisagé de vous orienter vers un cursus complet en ingénierie aérospatiale? Ingénierie aérospatiale. Ces mots ont résonné dans ma tête comme une révélation. Depuis toujours, j'étais fascinée par l'espace, par ces machines complexes qui défient la gravité, par cette conquête de l'infini qui représente le summum de l'intelligence humaine. Mais jamais je n'avais osé imaginer que moi, la petite Marguerite de Beaumont-sur-Loire, je pourrais un jour contribuer à cette aventure extraordinaire. J'ai accepté le défi. Pendant 5 ans, j'ai mené cette double vie avec une précision d'horloger. Le matin, j'étais Marguerite Dubois, l'assistante administrative effacée, qui apportait le café à ses collègues et qui classait les dossiers sans jamais se plaindre. Le soir, je devenais Marie Delacroix, l'étudiante brillante qui excellait dans les matières les plus complexes et qui impressionnait ses professeurs par ses analyses novatrices. Mes week-ends soi-disant consacrés à des sorties entre amis étaient en réalité dédiés à des stages intensifs. Je prétextais des escapades à la campagne ou des séjours chez d'anciennes camarades de classe pour me rendre à Paris, où je participais à des laboratoires de recherche, des conférences spécialisées, des projets expérimentaux qui repoussaient les limites de nos connaissances. Ma famille gobait tous mes mensonges avec une facilité déconcertante. Pourquoi aurait-il douté? Après tout, qu'est-ce que la petite Marguerite pourrait bien fabriquer d'autre que passer du temps avec ses amis à bavasser autour d'un café? C'est lors de l'un de ces week-ends fictifs que j'ai rencontré Julien. Nous participions tous les deux à un séminaire sur les nouvelles technologies de propulsion spatiale. Lui était étudiant en dernière année à Supélec. Moi, j'étais officiellement en 3e année sous mon identité d'emprunt. Julien avait quelque chose de différent des autres étudiants. Il ne cherchait pas à impressionner par son savoir. Il ne jouait pas la carte de l'arrogance intellectuelle si commune dans ces milieux. Il était brillant, certes, mais avec une humilité et une curiosité genuine qui m'ont immédiatement séduite. Nous avons commencé à discuter autour d'un café, après une présentation particulièrement ardue sur les moteurs ioniques. Il m'a surprise en train de gribouiller des améliorations théoriques dans mon carnet, des calculs que même le conférencier n'avait pas envisagés. « Ces équations sont fascinantes », m'avait-il dit en regardant par-dessus mon épaule. « Vous pensez vraiment qu'on pourrait optimiser le rendement énergétique de cette façon ?» J'ai levé les yeux vers lui et j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un regard qui me considérait comme une égale, qui respectait mon intelligence sans condescendance ni surprise feinte. « Je pense qu'on pourrait même faire mieux », ai-je répondu en souriant. « Si vous voulez, on peut développer ces calculs ensemble. » Cette collaboration impromptue s'est transformée en rendez-vous régulier, puis en une relation amoureuse profonde et authentique. Julien était la première personne au monde à connaître la vraie Marguerite, celle qui se cachait derrière le masque de médiocrité que j'avais porté si longtemps. Quand je lui ai raconté ma double vie, il n'a pas manifesté d'incrédulité ou de jugement. Il a simplement pris ma main et m'a dit « Je comprends pourquoi tu as fait ça, mais un jour, tu devras leur montrer qui tu es vraiment. Tu leur dois cette vérité, et surtout, tu te la dois à toi-même. » Nous nous sommes mariés il y a 2 ans, dans la plus stricte intimité. Ma famille pensait que j'épousais un gentil garçon rencontré je ne sais où, un technicien ou un employé quelconque, qui convenait parfaitement à mon statut social modeste. Ils ne savaient pas que Julien était déjà ingénieur chez Airbus, qu'il gagnait plus en 1 mois que moi en 6, et qu'il respectait mon intelligence comme personne ne l'avait jamais fait. Les années ont passé, mes diplômes se sont accumulés en secret, licence, master, puis finalement, il y a 6 mois, le doctorat en ingénierie aérospatiale avec mention très honorable. Docteur. Marie Delacroix était officiellement devenue une sommité dans son domaine, une experte reconnue dont les travaux sur la propulsion hybride faisaient référence dans les universités du monde entier. Mais Dr Marie Delacroix n'existait que sur le papier. Dans la réalité, c'était moi, Marguerite Dubois, la petite employée de bureau de Beaumont-sur-Loire, qui avait accompli tout cela. Il y a 3 semaines, j'ai reçu un appel qui a changé ma vie. L'Agence spatiale européenne me proposait un poste de directrice de projet pour développer un nouveau système de propulsion révolutionnaire. Un poste que des centaines d'ingénieurs chevronnés convoitaient, un poste qui me propulserait immédiatement au sommet de ma profession.
Docteur Delacroix, m'avait dit le directeur des ressources humaines, vos travaux sur l'optimisation des moteurs ioniques sont exactement ce que nous recherchons. Seriez-vous intéressé par un poste basé à Toulouse, avec une équipe de 20 ingénieurs sous votre responsabilité? J'ai accepté sans hésiter. Comment aurais-je pu refuser l'opportunité de ma vie? Mais accepter ce poste signifiait que je ne pouvais plus maintenir ma double identité. Marie Delacroix allait devoir fusionner avec Marguerite Dubois, et cette fusion ne pourrait pas se faire dans l'ombre. Il faudrait que j'avoue tout à ma famille, que je leur révèle la vérité sur ces 5 années de mensonges. J'ai choisi ce jour, mon 30e anniversaire, pour cette révélation. Toute la famille sera réunie dans la grande maison familiale, comme chaque année. Antoine viendra de Lyon avec sa femme et ses 2 enfants, Philippe arrivera de Marseille avec sa nouvelle compagne, et tous les oncles, tantes, cousins et grands-parents seront présents. Ils s'attendent à fêter les 30 ans de la petite Marguerite, l'employée de bureau qui n'a jamais quitté sa ville natale. Ils vont découvrir Dr Marguerite Dubois, ingénieure en chef de l'Agence spatiale européenne. Je descends l'escalier de la maison familiale, les jambes légèrement tremblantes. Dans ma poche, j'ai glissé les documents officiels, mon diplôme de doctorat, mon contrat avec l'ESA et quelques lettres de recommandation qui témoignent de mes compétences exceptionnelles. Des preuves irréfutables de ce que j'ai accompli dans l'ombre. La salle à manger est décorée pour l'occasion. Maman a sorti sa plus belle nappe, celle qu'elle réserve aux grandes occasions. Papa a ouvert une bouteille de champagne et toute la famille bavarde joyeusement autour de la table dressée. « Ah, voilà notre petite fêtée !» s'exclame grand-père en me voyant arriver. 30 ans déjà, comme le temps passe vite. Antoine me fait un sourire affectueux. « Joyeux anniversaire, petite sœur. J'espère que cette nouvelle décennie t'apportera tout ce que tu mérites. Tout ce que je mérite. Si seulement il savait ce que je mérite vraiment. » Le repas se déroule dans la bonne humeur habituelle. On évoque les souvenirs d'enfance. On plaisante sur mes maladresses d'autrefois. On me demande des nouvelles de mon travail pas trop fatigant, chez Bertrand & Associés. Je réponds avec le sourire, mais mon cœur bat de plus en plus fort. L'heure de vérité approche. C'est au moment du dessert, quand maman apporte le gâteau aux 30 bougies, que je me lève enfin. J'aimerais vous dire quelque chose, dis-je d'une voix qui se veut assurée. La table se tait progressivement. Tous les regards se tournent vers moi, bienveillants, mais légèrement amusés. Qu'est-ce que la petite Marguerite peut bien avoir d'important à annoncer? Vous savez tous que j'ai toujours été différente de mes frères, moins brillante, moins ambitieuse. Vous avez toujours pensé que j'étais destinée à une vie simple, sans éclat particulier. Quelques sourires complices s'échangent autour de la table. Papa hoche la tête avec bienveillance. Ce que vous ne savez pas, je continue, ma voix gagnant en assurance, c'est que depuis 5 ans, je mène une double vie. Pendant que vous pensiez que je passais mes soirées devant la télévision et mes week-ends avec des amis, j'étudiais. Un léger silence accueille cette déclaration. Oncle Pierre hausse un sourcil, l'air légèrement perplexe. J'étudiais l'ingénierie aérospatiale par correspondance à l'École Polytechnique de Paris. Et il y a 6 mois, j'ai obtenu mon doctorat avec mention très honorable. Cette fois, le silence est total. Puis, lentement, un sourire narquois se dessine sur les lèvres de maman. Elle a eu ce diplôme par miracle, la petite, haha, s'exclame-t-elle en éclatant de rire. Le rire de maman déclenche une vague d'hilarité générale. Oncle Pierre se tape sur les cuisses, tante Sylvie essuie des larmes de rire, et même mes frères sourient avec indulgence. « Allez, Marguerite, » dit Antoine en me tapotant l'épaule. « On sait bien que tu as toujours eu de l'imagination, mais là, tu exagères un peu. »« Un doctorat à Polytechnique, » renchérit Philippe. « Notre petite sœur, tu nous fais marcher, j'espère. » Grand-mère hoche la tête avec sagesse. Les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment bien inventer des histoires pour se rendre intéressants. Leur rire résonne dans mes oreilles, comme autant de gifles. Mais au lieu de me blesser, ils renforcent ma détermination. C'est exactement la réaction que j'attendais. Ils sont tellement convaincus de ma médiocrité qu'ils ne peuvent même pas envisager que je puisse les surprendre. C'est alors que Julien, qui était resté silencieux jusqu'à présent, intervient avec un sourire mystérieux. « Ils ignorent toujours, je me trompe ?» dit-il en me regardant droit dans les yeux. Son intervention jette un froid autour de la table. Soudain, les rires s'estompent, et je vois une pointe d'inquiétude dans le regard de mes parents. « Qu'est-ce que tu veux dire, Julien ?» demande papa, la voix légèrement tendue. Je respire profondément. Le moment est venu, le moment que j'attends depuis 30 ans. Je veux dire que tout ce que je viens de vous annoncer est rigoureusement exact, dis-je en sortant les documents de ma poche. Voici mon diplôme de doctorat, voici les lettres de félicitations de mes professeurs, et voici... Je marque une pause théâtrale avant de sortir le document le plus important.
Voici mon contrat avec l'Agence spatiale européenne. Je commence lundi prochain en tant que directrice de projet pour développer un nouveau système de propulsion spatiale révolutionnaire. Le silence qui suit ma révélation est assourdissant. On pourrait entendre une mouche voler dans cette salle à manger, où, quelques secondes plus tôt, résonnaient encore les rires moqueurs de ma famille. Les visages figés autour de la table expriment un mélange de stupéfaction, d'incrédulité et de confusion totale. Maman est la première à reprendre ses esprits. Elle tend la main vers les documents que je tiens, ses yeux écarquillés scrutant chaque détail, comme si elle cherchait la supercherie, le détail qui prouverait que tout ceci n'est qu'une farce élaborée. Mais c'est impossible, balbutie-t-elle en examinant mon diplôme. École polytechnique, doctorat en ingénierie aérospatiale. Mention très honorable. Papa se lève brusquement, faisant grincer sa chaise contre le parquet. Il s'approche de moi, inspecte les documents par-dessus l'épaule de maman, et je vois ses mains trembler légèrement. « Marguerite, dit-il d'une voix blanche, explique-moi comment. Comment est-ce possible? Tu travailles chez Bertrand depuis des années. Tu n'as jamais... » Papa l'interroge doucement. J'ai travaillé chez Bertrand le jour. Le soir, j'étudiais. Les week-ends que je prétendais passer avec des amis, je les passais à Paris, dans les laboratoires de Polytechnique, à apprendre, à comprendre, à exceller dans un domaine que j'ai toujours adoré. Antoine se lève à son tour, visiblement ébranlé. Mon grand frère, le médecin réputé, celui qui a toujours été le modèle de réussite familiale, me regarde comme s'il me voyait pour la première fois. « Attends, dit-il en secouant la tête. Tu es en train de nous dire que pendant 5 ans, tu as suivi des études supérieures en cachette, que tu as obtenu un doctorat dans une des meilleures écoles de France? Toi, ce petit « toi » à la fin de sa phrase résume parfaitement le problème. Ils ne peuvent pas concevoir que moi, la petite Marguerite effacée, j'ai pu accomplir quelque chose d'extraordinaire. Dans leur esprit, je suis figée à jamais dans le rôle de la Benjamine, un peu lente, un peu gauche, destinée à une existence ordinaire. Oui, moi, dis-je fermement, et ce n'est pas tout. Je sors de ma poche le contrat de l'ESA, le document officiel, qui fait de moi une des plus jeunes directrices de projet de l'Agence spatiale européenne. J'ai été recrutée pour diriger une équipe de 20 ingénieurs sur un projet de propulsion spatiale révolutionnaire. Mon salaire de départ sera de 8 000 € par mois, avec des primes de performance qui peuvent doubler cette somme. Philippe, qui était resté silencieux jusqu'à présent, laisse échapper un rire nerveux. 8 000 €? Marguerite, tu te rends compte de ce que tu dis? Moi, avec mes 15 ans d'expérience au barreau, je gagne à peine plus que ça. Je me rends parfaitement compte de ce que je dis, répliquai-je calmement. D'ailleurs, j'ai reçu 3 autres offres d'entreprises internationales. Boeing m'a proposé un poste à Seattle avec un salaire de départ de 12 000 € mensuel. Airbus Defence and Space m'offre un poste de directrice technique à Munich avec un package de compensation de plus de 200 000 € annuels. Et SpaceX? SpaceX? S'exclame grand-père, qui connaît cette entreprise grâce aux actualités. L'entreprise d'Elon Musk? Exactement. Ils m'ont contacté il y a 1 mois pour me proposer un poste de senior engineer en Californie. Mais j'ai préféré rester en Europe, accepter le poste à l'ESA. Oncle Pierre, qui n'a pas dit un mot depuis le début de cette révélation, se penche vers moi avec un regard sceptique. « Marguerite, ma petite, tout cela est très beau, mais comment peux-tu nous prouver que ce n'est pas une plaisanterie? Ces documents, on peut les falsifier de nos jours avec un ordinateur. » Julien se lève alors, sortant son téléphone portable de sa poche. « Voulez-vous que j'appelle le directeur des ressources humaines de l'ESA? » Il est 19 h. Il doit encore être au bureau. Un frisson d'excitation me parcourt. Julien, mon complice, mon allié dans cette mascarade qui dure depuis si longtemps, est prêt à apporter la preuve ultime de ma réussite. Ou alors, continue-t-il avec un sourire malicieux, vous pouvez simplement chercher Marie Delacroix Ingénierie aérospatiale sur Google. Vous verrez apparaître une dizaine d'articles scientifiques publiés dans les revues les plus prestigieuses du secteur. Article signé par votre fille et belle-sœur. Marie Delacroix? Répète maman, perplexe. Mon nom d'emprunt, j'explique. Je ne pouvais pas utiliser mon vrai nom. Vous imaginez si l'un de vous était tombé par hasard sur mes publications? Mon secret aurait été éventé immédiatement. Antoine sort son smartphone et tape fébrilement sur l'écran. Quelques secondes plus tard, son visage devient livide. Mon Dieu, murmure-t-il. Il y a effectivement... Optimisation des systèmes de propulsion ionique pour mission interplanétaire longue durée, par Marie Delacroix. Analyse comparative des performances énergétiques des moteurs hybrides. Marguerite, c'est vraiment toi qui as écrit ça? Bien sûr que c'est moi. Qui d'autre?
Philippe se penche par-dessus l'épaule de son frère pour lire les résultats de la recherche. Son expression passe de l'incrédulité à la stupéfaction pure. « Il y a même ta photo », dit-il d'une voix étranglée. « Enfin, une photo de toi avec une coiffure différente et des lunettes. Mais c'est bien toi, docteur. » Marie Delacroix, spécialiste en ingénierie aérospatiale, diplômée de l'école polytechnique, avec mention très honorable. Le portable passe de main en main autour de la table. Chaque membre de ma famille découvre avec stupeur l'existence de cette Marie Delacroix qu'ils ne connaissaient pas, cette femme brillante et respectée qui n'est autre que leur Marguerite. Tante Sylvie lève les yeux de l'écran, visiblement bouleversée. « Mais enfin, Marguerite, pourquoi ? Pourquoi avoir caché tout ça ? Pourquoi nous avoir laissé croire que tu étais... » Elle s'interrompt, réalisant qu'elle était sur le point de dire que tu étais bête ou quelque chose d'approchant. Que j'étais quoi, tante Sylvie ? Médiocre, sans ambition, destinée à une petite vie tranquille sans éclat ? Mon ton est doux, mais mes mots portent. Autour de la table, les regards se baissent, mal à l'aise. J'ai caché mes capacités parce que j'en avais assez d'être constamment comparée à mes frères. Dès l'âge de 8 ans, j'ai compris que dans cette famille, il n'y avait de place que pour 2 génies. Antoine, le futur médecin, et Philippe, le futur avocat. Moi, j'étais la petite dernière, celle qui devait se contenter de les admirer et d'accepter leur ombre. Papa secoue la tête, visiblement perturbé par mes révélations. Mais enfin, Marguerite, nous n'avons jamais voulu te faire sentir inférieure. Si tu avais montré tes capacités, nous aurions été fiers de toi, nous t'aurions encouragé. Vraiment, papa ? Tu te souviens quand j'ai eu ma première mention très bien au collège ? Tu as dit « C'est bien, ma chérie, mais ne t'emballe pas trop, ce n'est qu'un hasard ». Quand j'ai voulu m'inscrire en section scientifique au lycée, tu m'as conseillé de choisir plutôt littéraire parce que les sciences, c'est trop dur pour toi. Le silence qui suit mes paroles est lourd de culpabilité. Papa a l'air d'un homme qui vient de recevoir une gifle. Et toi, maman ? Je continue. Tu te souviens de cette conversation avec Madame Moreau, notre voisine ? Elle te demandait ce que je voulais faire plus tard, et tu as répondu « Oh, Marguerite n'est pas très ambitieuse. Elle se mariera sûrement jeune et aura des enfants. C'est très bien aussi. Toutes les femmes ne peuvent pas être des carriéristes comme aujourd'hui. » Maman porte la main à sa bouche, comme si elle venait de réaliser la portée de ses paroles d'autrefois. Vous avez passé des années à me dire, directement ou indirectement, que je n'étais pas à la hauteur de mes frères. Alors j'ai décidé de vous donner raison en apparence, tout en développant mes vraies capacités dans l'ombre. Et vous savez quoi ? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Antoine se rassoit lourdement, visiblement ébranlé par mes révélations. Marguerite, je ne me rendais pas compte. Si j'ai pu te faire sentir inférieure, ce n'était pas volontaire. Je t'ai toujours aimée. Tu es ma petite sœur. Je sais que tu m'aimes, Antoine. Vous m'aimez tous. Mais vous ne me respectiez pas. Vous ne pouviez pas concevoir que moi aussi, j'ai quelque chose d'exceptionnel à offrir au monde. Philippe intervient, la voix tremblante d'émotion. Mais maintenant, nous savons. Maintenant, nous pouvons... Maintenant, il est trop tard, l'interromps-je fermement. J'ai passé 25 ans de ma vie à jouer un rôle pour vous faire plaisir, pour ne pas déranger l'ordre établi dans cette famille. 25 ans à cacher qui j'étais vraiment. Je marque une pause, laissant mes paroles résonner dans le silence de la salle à manger. Mais il y a autre chose que vous devez savoir. Julien me prend la main, m'offrant son soutien silencieux. Je puise dans sa présence la force de continuer. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par 3 entreprises de conseil en ingénierie. Elles cherchaient un expert pour racheter et redresser une entreprise textile en difficulté dans la région. Une entreprise familiale qui périclite depuis des années, qui a besoin d'une vision nouvelle, d'une approche innovante pour survivre dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui. Papa fronce les sourcils. Ne comprenant pas où je veux en venir, je ne vois pas le rapport avec... L'entreprise en question, papa, c'est Textile Dubois, notre entreprise familiale. Cette révélation provoque un nouveau choc autour de la table. Textile Dubois, l'entreprise fondée par mon arrière-grand-père, celle que papa dirige tant bien que mal depuis 15 ans, celle qui perd de l'argent chaque trimestre et qui menace de fermer ses portes d'ici 2 ans. Tu veux dire que tu pourrais sauver l'entreprise ? Demande papa, l'espoir pointant dans sa voix. Je veux dire que j'ai les compétences, les relations, et bientôt les moyens financiers pour racheter Textiles Dubois et la transformer en une entreprise prospère. Mes connaissances en ingénierie peuvent être appliquées au processus industriel, j'ai des contacts dans l'industrie des matériaux high-tech et mon salaire à l'ESA me permettra d'investir massivement dans la modernisation de l'outil de production. Grand-père, qui n'a presque rien dit depuis le début de la soirée,
se lève soudain. À 82 ans, il reste le patriarche respecté de la famille, et sa voix porte encore cette autorité qui nous impressionnait tant dans notre enfance. « Marguerite, dit-il lentement, tu es en train de nous dire que toi, ma petite fille, tu vas sauver l'entreprise que mon père a créée et que nous sommes en train de laisser mourir. Oui, grand-père, si vous me faites confiance. » Il me regarde longuement, et je vois dans ses yeux une lueur que je n'y avais jamais vue auparavant. Du respect. Du respect pour moi, Marguerite, et non plus seulement de l'affection condescendante. « Petite fille, dit-il enfin, sa voix tremblant légèrement, je crois que nous avons été de sacrés imbéciles. » Cette déclaration brutale mais sincère brise quelque chose dans l'atmosphère. Soudain, les barrières tombent, les masques se fissurent, et je vois ma famille pour ce qu'elle est vraiment. Un groupe de personnes qui m'aiment, mais qui ont été aveuglées par leurs préjugés. Maman se lève et s'approche de moi. Pour la première fois depuis que je suis adulte, elle me regarde vraiment. Elle me voit vraiment. « Ma fille, dit-elle en me prenant les mains, pardonne-nous, pardonne-moi. J'ai été une mère indigne de ne pas avoir su reconnaître ton potentiel. Maman. Non, laisse-moi finir. Pendant toutes ces années, je t'ai sous-estimé. Je t'ai enfermé dans un rôle qui ne te correspondait pas. J'ai été fière de tes frères parce qu'ils correspondaient à l'image que je me faisais de la réussite. Mais j'ai été incapable de voir que tu étais en train d'accomplir quelque chose d'encore plus extraordinaire. » Des larmes coulent sur ses joues, et pour la première fois depuis longtemps, je la vois non plus comme la mère qui m'a blessée, mais comme une femme qui réalise ses erreurs et qui souffre de les avoir commises. Antoine s'approche à son tour, visiblement bouleversé. « Marguerite, je voudrais te demander pardon. Pardon d'avoir été un grand frère si imbu de lui-même qu'il n'a pas su voir ta valeur. Pardon de t'avoir traité comme si tu étais inférieure alors que tu es probablement plus brillante que nous tous réunis. » Philippe hoche la tête, les yeux humides. « Moi aussi, je te demande pardon. Et je voudrais te dire que je suis fière de toi. Incroyablement fière de ce que tu as accompli. » Ces mots, que j'ai attendus pendant des années, résonnent enfin dans cette salle à manger. Mes frères, mes modèles d'enfance, reconnaissent enfin ma valeur. Mais quelque chose en moi résiste encore. Trop d'années de frustration, trop de blessures accumulées, pour que quelques excuses suffisent à tout effacer. « Vos excuses me touchent, dis-je doucement, et je sais qu'elles sont sincères. Mais il faut que vous compreniez une chose. Je ne suis plus la petite Marguerite que vous avez connue. Ces 5 années de double vie m'ont transformée. J'ai acquis une confiance en moi, une indépendance, une vision du monde que je n'aurais jamais eue si j'avais continué à jouer le rôle que vous attendiez de moi. » Papa s'éclaircit la gorge. « Qu'est-ce que tu veux dire exactement ?» Je respire profondément, avant de lancer ma dernière révélation, celle qui va définitivement changer les rapports dans cette famille. Je veux dire que demain, je démissionne de chez Bertrand & Associés. Lundi, je commence ma nouvelle vie à Toulouse. Dans 6 mois, quand j'aurai suffisamment d'économie et de crédibilité professionnelle, je fais une offre de rachat pour Textiles Dubois. « Une offre de rachat ?» répète papa, perplexe. « Oui, papa, une vraie offre de rachat. Je vais racheter l'entreprise familiale, la moderniser, la rentabiliser et la transformer en une success story. Mais je ne vais pas la racheter pour vous faire plaisir ou pour sauver l'honneur familial. Je vais la racheter parce que j'en ai les compétences et l'ambition. » Le silence qui suit cette déclaration est différent des précédents. Ce n'est plus un silence de stupéfaction, mais un silence de compréhension progressive. Ma famille commence à réaliser que la petite Marguerite effacée a disparu pour toujours, remplacée par une femme déterminée qui sait exactement ce qu'elle veut. « Et nous ?» demande maman d'une petite voix. « Quelle sera notre place dans tout ça ? » « Votre place sera celle que vous mériterez, » réponds-je avec fermeté. « Si vous acceptez de me respecter pour ce que je suis vraiment, si vous cessez de me voir comme la petite dernière qui a besoin de protection, alors nous pourrons construire de nouvelles relations, des relations d'égal à égaux. » Julien se lève et passe son bras autour de mes épaules. « Ce que Marguerite ne vous a pas encore dit, » ajoute-t-il avec un sourire, « c'est qu'elle a déjà commencé à travailler sur un business plan pour la transformation de Textiles Dubois. Elle envisage de diversifier la production vers les textiles techniques, ceux qu'on utilise dans l'aérospatiale et l'industrie automobile. Avec ses contacts dans ces secteurs, elle pourrait transformer votre petite entreprise locale en fournisseur international. » Cette perspective semble galvaniser papa, qui retrouve soudain des couleurs. « Tu ferais vraiment ça ? Tu investirais dans notre entreprise ? » ?»« Dans mon entreprise, papa. Si je la rachète, elle deviendra mon entreprise. Toi, tu pourras continuer à y travailler si tu le souhaites, mais en tant qu'employé ou associé minoritaire. C'est moi qui prendrai les décisions stratégiques.
Cette précision a l'effet d'une douche froide. Papa réalise soudain que sa fille ne vient pas seulement de révéler ses diplômes cachés, elle vient de reprendre le pouvoir dans cette famille. Tu veux dire que tu deviendrais ma patronne ? Demande-t-il, visiblement déstabilisé par cette perspective. Si tu choisis de rester dans l'entreprise, oui, et tu devras accepter mes décisions, même si elles te semblent révolutionnaires, parce que contrairement à toi, j'ai les compétences techniques et managériales pour faire fonctionner une entreprise moderne. Ces mots, prononcés calmement mais fermement, marquent un tournant définitif dans les rapports familiaux. La petite Marguerite soumise vient de prendre le contrôle de son destin, et par ricochet, du destin de sa famille. Grand-père tape soudain du poing sur la table, faisant sursauter tout le monde. « Bravo !» s'exclame-t-il. « Enfin quelqu'un dans cette famille qui a des couilles. Pardonne-moi l'expression, ma petite fille, mais c'est exactement ce dont nous avons besoin. Quelqu'un qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Quelqu'un qui a de l'ambition et les moyens de ses ambitions. » Il se tourne vers papa avec un regard sévère. « Mon fils, tu as dirigé cette entreprise pendant 15 ans et tu l'as menée au bord de la faillite. Si ta fille peut la sauver, tu devrais la remercier à genoux au lieu de faire la tête. » Papa baisse les yeux, visiblement blessé dans son orgueil, mais incapable de contredire son père. Antoine intervient alors, tentant de détendre l'atmosphère. « Marguerite, tout cela c'est fantastique, vraiment. Mais dis-moi, comment comptes-tu concilier ton poste à l'USA avec la gestion d'une entreprise ? Excellente question. Dans un premier temps, je me concentrerai sur mon travail à Toulouse. Je confierai la gestion quotidienne de Textile du Bois à un directeur général compétent que je recruterai. Moi, je m'occuperai de la stratégie, de l'innovation, des partenariats. Dans quelques années, si l'entreprise se développe comme je l'espère, je pourrais envisager de quitter l'ESA pour me consacrer entièrement à l'entrepreneuriat. » Philippe secoue la tête, admiratif. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ? Cette révélation d'aujourd'hui, tu l'as préparée depuis longtemps. Depuis que j'ai reçu l'offre de l'ESA, oui. Je savais qu'il faudrait que je vous dise la vérité tôt ou tard. J'ai préféré choisir le moment et les conditions de cette révélation plutôt que de vous laisser l'apprendre par hasard. » Tante Sylvie, qui était restée silencieuse depuis longtemps, intervient soudain. « Marguerite, ma chérie, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi avoir choisi de nous révéler tout ça aujourd'hui, le jour de ton anniversaire ? Tu aurais pu attendre encore, commencer ton nouveau travail discrètement. » Parce que c'est symbolique, tante Sylvie. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. C'est l'âge où l'on cesse d'être défini par sa famille d'origine pour devenir pleinement soi-même. C'est l'âge où l'on assume ses choix et ses ambitions sans demander la permission. Cette explication semble satisfaire ma tante, qui hoche la tête avec compréhension. Et puis, j'ajoute avec un sourire. Il y a une dernière chose que vous devez savoir. Toute la famille se tend, se demandant quelle surprise je vais encore leur réserver. Julien et moi, nous avons l'intention d'avoir des enfants. Et ces enfants grandiront dans un environnement où l'intelligence et l'ambition seront encouragées, peu importe leur sexe. Ils ne vivront pas ce que j'ai vécu, cette négation constante de leurs capacités. Maman se redresse, visiblement touchée par cette perspective. Des petits-enfants ? Tu veux dire que... Oui, maman, mais ils porteront le nom de Julien et ils grandiront à Toulouse. Ils connaîtront leurs grands-parents, bien sûr, mais ils ne seront pas élevés dans l'ombre de leurs oncles. Ils apprendront dès le plus jeune âge qu'ils peuvent devenir tout ce qu'ils veulent, sans limitation liée aux attentes familiales. Cette promesse d'une nouvelle génération semble apporter un peu d'espoir dans cette soirée riche en révélations douloureuses. Papa se lève lentement, s'approche de moi, et pour la première fois depuis que je suis adulte, il me regarde avec quelque chose qui ressemble à du respect. « Ma fille », dit-il d'une voix émue, « je ne sais pas si je pourrai jamais me faire pardonner de t'avoir sous-estimée, mais je veux que tu saches que je suis fière de toi. » Incroyablement fière. Il me tend la main, un geste solennel qui marque une nouvelle étape dans notre relation. « Si tu veux bien de moi, j'aimerais travailler avec toi pour sauver l'entreprise familiale, pas comme ton patron, mais comme ton collaborateur. Tu as raison, j'ai échoué à la diriger correctement. Peut-être que maintenant, je peux apprendre de toi. » Je regarde cette main tendue, symbole d'une réconciliation possible. 30 ans après ma naissance, mon père me propose enfin un partenariat d'égal à égal. Je prends sa main et la serre fermement. « D'accord, papa, nous allons travailler ensemble. Mais cette fois, c'est moi qui fixe les règles. » Le lendemain matin, je me réveille dans ma chambre d'enfance avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas besoin de jouer un rôle. Plus de mensonges, plus de dissimulation,
plus de double vie. Je suis enfin libre d'être moi-même, entièrement et authentiquement. Julien dort encore à côté de moi, un sourire paisible sur les lèvres. La soirée d'hier l'a épuisé autant que moi, mais d'une façon différente. Pour lui, c'était la première fois qu'il voyait ma famille découvrir qui j'étais vraiment. Il m'a confié plus tard qu'il avait eu peur de leur réaction, peur qu'ils me rejettent ou qu'ils refusent d'accepter la réalité. Mais finalement, même si le choc a été rude, ils ont fini par comprendre. Du moins, je l'espère. Je descends à la cuisine où maman prépare déjà le petit déjeuner. Quand elle me voit arriver, elle s'arrête net, tenant sa tasse de café à mi-chemin entre la table et ses lèvres. Un moment de gêne s'installe entre nous. « Bonjour maman. Bonjour ma chérie. » Le « ma chérie » sonne différemment ce matin. Moins condescendant, plus respectueux. Comme si elle testait ce nouveau terrain relationnel entre nous. « Tu as bien dormi ?» demande-t-elle, en me servant une tasse de café. « Mieux que je n'ai dormi depuis des années, en fait. » Elle hoche la tête, comprenant parfaitement ce que je veux dire. Le poids du secret était devenu écrasant, et s'en libérer m'a apporté un soulagement immense. « Marguerite, dit-elle soudain, j'aimerais te poser une question, si tu le permets. Bien sûr. Hier soir, quand tu nous as tout révélé, est-ce que tu étais en colère contre nous? Est-ce que tu voulais nous punir? Cette question me surprend par sa perspicacité. Maman a toujours été intuitive, capable de déceler les émotions cachées derrière les façades. Un peu, oui, j'avoue. Pas vous punir exactement, mais vous faire comprendre à quel point vos préjugés m'avaient fait mal. Vous faire réaliser que la petite Marguerite effacée que vous pensiez connaître n'existait pas vraiment. Elle baisse les yeux, visiblement blessée par cette confession. J'ai été une mauvaise mère, n'est-ce pas? Non, maman. Tu as été une mère aimante qui a fait des erreurs, comme tous les parents. Mais maintenant, nous avons l'occasion de construire quelque chose de nouveau entre nous. Papa entre dans la cuisine à ce moment-là, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. Il a l'air d'avoir mal dormi, et je devine qu'il a passé une partie de la nuit à réfléchir aux révélations d'hier. Bonjour papa, bonjour Marguerite. Il s'assoit lourdement à table, accepte la tasse de café que lui tend maman, et reste silencieux un long moment. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier soir, finit-il par dire, à propos de l'entreprise, de ton plan de rachat. Et je crois que tu as raison. J'ai échoué. 15 ans que je dirige Textile du Bois, et je l'ai mené au bord de la faillite. Peut-être qu'il est temps de laisser la place à quelqu'un de plus compétent. Cette admission me touche plus que je ne l'aurais imaginé. Papa a toujours été fier, parfois jusqu'à l'entêtement. Reconnaître ses échecs devant sa fille doit lui coûter énormément. Papa, tu n'as pas échoué par incompétence. Tu as échoué parce que l'industrie textile a changé et que tu n'avais pas les outils pour t'adapter. Moi, j'ai ces outils. J'ai les connaissances techniques, les contacts, la vision stratégique nécessaire. Mais tu n'as aucune expérience en gestion d'entreprise, objecte-t-il. C'est vrai. Mais j'ai quelque chose de plus précieux, la capacité d'apprendre rapidement et de m'entourer des bonnes personnes. Et puis, je peux compter sur ton expérience à toi, sur ta connaissance du secteur. Cette perspective semble le rassurer légèrement. L'idée de ne pas être complètement écarté, de pouvoir encore apporter sa contribution, redonne un peu de couleur à son visage. Julien nous rejoint, fraîchement douché et habillé. Il embrasse maman sur la joue, serre la main de papa, et s'assoit à côté de moi. « Alors, comment se passe cette première matinée de liberté ?» me demande-t-il avec un clin d'œil. « Étrangement bien. J'avais peur que tout soit bizarre entre nous ce matin. Mais finalement, la vérité libère tout le monde. » complète maman. Nous aussi, nous avons vécu dans un mensonge pendant des années. Le mensonge de croire que nous te connaissions vraiment. Antoine et Philippe arrivant à leur tour, encore en pyjama. Ils ont l'air aussi perturbés que papa. Et je devine qu'eux aussi ont passé une nuit blanche à digérer les révélations d'hier. « Salut, petite sœur », dit Antoine en m'embrassant. « Ça fait bizarre de dire ça maintenant que je sais que tu es probablement plus intelligente que moi. Ne sois pas ridicule, Antoine. L'intelligence ne se mesure pas. Toi, tu sauves des vies tous les jours. Moi, je conçois des moteurs pour aller dans l'espace. Ce sont juste des domaines différents. » Philippe s'assoit en face de moi, me regardant avec une curiosité nouvelle. « Marguerite, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Comment as-tu fait pour maintenir cette double vie pendant 5 ans? Concrètement, comment as-tu organisé ton temps? Cette question me fait sourire. Mon frère l'avocat reprend ses réflexes professionnels, cherchant à comprendre les détails pratiques de mon affaire. C'était compliqué, mais pas impossible. Je travaillais chez Bertrand de 8h à 17h. Le soir, j'étudiais de 19h à minuit, parfois plus tard. Les week-ends, je prenais le train pour Paris, je suivais mes cours intensifs, je travaillais dans les laboratoires, puis je rentrais le dimanche soir. Et personne ne s'est jamais douté de rien.
Monsieur Bertrand pensait que j'étais une employée modèle qui ne comptait pas ses heures. Mes professeurs à Polytechnique pensaient que Marie Delacroix était une étudiante exceptionnellement douée qui menait une vie sociale très discrète. Et vous pensiez que je passais mes week-ends à faire du shopping ou à voir des amis. Mais l'argent, demande papa, toujours pragmatique. Ces études devaient en coûter cher. Comment as-tu financé tout ça? J'ai contracté des prêts étudiants sous le nom de Marie Delacroix. Mais très vite, mes excellents résultats m'ont permis d'obtenir des bourses d'excellence. À partir de la 3e année, mes études étaient entièrement financées par des fondations privées qui récompensent les étudiants brillants. Et tu vas pouvoir rembourser ces prêts avec ton salaire à l'ESA? S'inquiète maman. Maman, avec mon salaire de départ de 8 000 € par mois, je peux rembourser tous mes prêts en moins de 2 ans. Et ensuite, je pourrai commencer à épargner pour racheter l'entreprise familiale. Cette perspective financière semble rassurer papa, qui commence à entrevoir les possibilités concrètes de mon plan. Marguerite, dit-il soudain, j'aimerais que tu me montres ce fameux business plan dont Julien a parlé hier soir. Tu es sûr? Il est assez technique, et certaines parties pourraient te paraître révolutionnaires. Justement, il faut que je comprenne ta vision si nous devons travailler ensemble. Je monte chercher mon ordinateur portable dans ma chambre et reviens m'installer à la table de la cuisine. Toute la famille se rassemble autour de moi, tandis que j'ouvre le document de 60 pages que j'ai préparé au cours des dernières semaines. Alors, voici ma vision pour Textiles Dubois 2020, dis-je en affichant la première page. L'idée de base, c'est de passer du textile traditionnel au textile technique. Au lieu de fabriquer des vêtements et du linge de maison, nous allons nous spécialiser dans les matériaux composites pour l'aérospatiale, l'automobile et l'industrie médicale. Papa fronce les sourcils. Mais nous ne connaissons rien à ces secteurs. Toi, tu ne connais rien. Moi, je connais parfaitement. Moi, j'ai passé 5 ans à étudier les matériaux aérospatiaux. J'ai des contacts dans toutes les grandes entreprises du secteur. Et je sais exactement quel type de tissus techniques sont recherchés par l'industrie. Je fais défiler les pages de mon business plan, montrant les études de marché, les projections financières, les plans d'investissement. Regardez ces chiffres, dis-je en pointant un graphique. Le marché des textiles techniques croît de 15% par an depuis 5 ans. C'est un secteur en pleine expansion, contrairement aux textiles traditionnels qui stagnent. Antoine se penche par-dessus mon épaule. Ces marges bénéficiaires, elles sont énormes. 60% de marge brute. Exactement. Quand tu vends 1 mètre de tissu composite pour l'aérospatiale, tu le factures 100 fois plus cher qu'un mètre de coton ordinaire. Mais la valeur ajoutée est proportionnelle à la complexité technique. Philippe étudie attentivement les projections financières. Selon tes calculs, l'entreprise pourrait tripler son chiffre d'affaires en 3 ans. C'est même conservateur. Si nous décrochons les bons contrats, nous pourrions faire mieux que ça. Papa secoue la tête, visiblement dépassé par l'ampleur de ma vision. Mais enfin, Marguerite, tout ça suppose des investissements énormes. Il faudrait changer toutes nos machines, former nos employés, développer de nouveaux processus de fabrication. Papa, regarde cette page. J'ai calculé que l'investissement initial serait d'environ 2 millions d'euros. C'est beaucoup, mais c'est rentabilisé en moins de 2 ans avec les nouveaux contrats que je peux apporter. 2 millions d'euros? Mais où veux-tu trouver une telle somme? Plusieurs sources. D'abord, mon salaire à l'ESA va me permettre d'épargner rapidement. Ensuite, je peux obtenir des prêts bancaires grâce à ma nouvelle situation professionnelle. Et enfin, j'ai déjà des investisseurs potentiels intéressés par le projet. Des investisseurs? Mes anciens professeurs de Polytechnique me mettent en relation avec des fonds d'investissement spécialisés dans l'innovation industrielle. Ils cherchent exactement ce type de projet. Une entreprise traditionnelle qu'on transforme avec des technologies de pointe. Julien intervient alors, souriant. Ce que Marguerite ne vous dit pas, c'est qu'elle a déjà eu des contacts préliminaires avec 3 clients potentiels majeurs. Vraiment? Demande papa, les yeux brillants d'espoir. Airbus Defence and Space est intéressé par nos futurs tissus composites pour leurs satellites. Safran recherche des fournisseurs pour des pièces de moteurs d'avion. Et Ariane Group veut développer de nouveaux matériaux pour ses fusées. Cette énumération a l'effet d'une bombe. Papa réalise soudain que sa petite entreprise locale pourrait devenir un fournisseur de géants de l'industrie européenne. Tu es sérieuse? Ces entreprises accepteraient vraiment de travailler avec nous? Avec la nouvelle version de Textiles Dubois, dirigée par quelqu'un qui connaît leur secteur et leurs besoins, oui, elles ne cherchent pas forcément des gros fournisseurs, elles cherchent des partenaires fiables capables d'innover. Maman, qui suivait la conversation avec attention, intervient soudain. Et nos employés actuels, que deviendraient-ils dans ce nouveau projet? Cette question me touche. Maman pense aux 15 personnes qui travaillent actuellement chez Textiles Dubois, des gens qu'elle connaît depuis des années, des familles qui dépendent de leurs emplois.
La plupart pourraient être reconvertis. Les opératrices de machines apprendraient à utiliser les nouveaux équipements. Les contrôleurs qualité seraient informés aux nouvelles normes. Et nous recruterions aussi de nouveaux profils, des ingénieurs, des techniciens spécialisés. Tu veux dire que nous créerions des emplois ? Demande papa, incrédule. Beaucoup d'emplois. Mon business plan prévoit de passer de 15 à 45 employés d'ici 5 ans. Et des emplois mieux payés, parce que la valeur ajoutée sera infiniment supérieure. Cette perspective transforme complètement l'expression de papa. Pour la première fois depuis des années, je vois de l'enthousiasme dans ses yeux quand il parle de l'entreprise familiale. « Marguerite, dit-il d'une voix émue, si tu arrives à faire ça, si tu arrives vraiment à sauver l'entreprise et à la transformer comme tu le décris, tu auras accompli ce que je n'ai jamais réussi à faire. Nous allons l'accomplir ensemble, papa. Toi, tu connais les employés, les fournisseurs locaux, l'histoire de l'entreprise. Moi, j'apporte la vision technique et les contacts industriels. Ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'extraordinaire. » Antoine, qui étudiait toujours mon business plan, lève soudain la tête. « Marguerite, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu dis que tu commences lundi à l'ESA, que tu vas déménager à Toulouse, mais en même temps tu veux racheter l'entreprise familiale qui est ici, à Beaumont-sur-Loire. Comment vas-tu faire concrètement ? Excellente question. Dans un premier temps, je vais me concentrer sur mon travail à l'ESA. C'est ma priorité absolue, parce que c'est ce poste qui va me donner la crédibilité et les moyens financiers nécessaires pour la suite. Parallèlement, je vais commencer les négociations pour le rachat, rechercher les financements, préparer le plan de transformation. Et quand aura lieu le rachat ? Dans environ 1 an. Le temps de prouver ma valeur à l'ESA, d'épargner suffisamment et de finaliser les partenariats avec les clients potentiels. En attendant, papa continue à diriger l'entreprise, mais nous travaillons ensemble pour préparer la transition. Philippe hoche la tête, admiratif. Tu as vraiment pensé à tout, c'est du travail de professionnel. J'ai eu 5 ans pour réfléchir à ce projet. 5 ans pour observer l'entreprise familiale péricliter, en me disant que j'aurais pu la sauver si on m'en avait donné l'occasion. Cette remarque fait mouche. Papa baisse les yeux, réalisant une fois de plus à quel point il a sous-estimé ses capacités. « Papa, dis-je doucement, je ne dis pas ça pour te faire mal. Je dis ça pour que tu comprennes que j'ai mûrement réfléchi à cette décision. Ce n'est pas un coup de tête, c'est un projet construit, documenté, réalisable. Je sais, ma fille. Et je te fais confiance, complètement. » Ces mots résonnent dans la cuisine comme une révolution. Pour la première fois de ma vie, papa me fait confiance pour quelque chose d'important. Pour la première fois, il reconnaît que j'ai des compétences qu'il n'a pas. Julien consulte sa montre et se lève. Il va falloir qu'on y aille bientôt. On a rendez-vous avec le déménageur à 14h et je dois encore faire quelques cartons. La réalité me rattrape soudain. Demain, je commence ma nouvelle vie à Toulouse. Dans quelques heures, je vais quitter cette maison familiale où j'ai grandi, où j'ai vécu dans l'ombre de mes frères, où j'ai construit ma double identité. « Déjà ?» dit maman, visiblement émue. « Tu pars déjà ? Il faut que je m'installe dans mon nouvel appartement avant lundi. Et j'ai encore beaucoup de préparatifs à faire pour mon premier jour à l'ESA. » Un silence lourd s'installe autour de la table. Chacun réalise que cette matinée marque la fin d'une époque, la fin de la famille Dubois, telle qu'elle existait depuis 30 ans. « Tu vas nous manquer », dit Antoine d'une voix étranglée. « Vous allez me manquer aussi. Mais ce n'est pas un adieu, c'est un au revoir. Toulouse n'est qu'à 5 heures de route. Je reviendrai souvent. Et nous viendrons te voir, promet Philippe. J'aimerais beaucoup visiter les locaux de l'ESA. Avec plaisir, je serai fière de vous faire visiter mon lieu de travail. Maman se lève et m'enlace longuement. Ma fille, murmure-t-elle à mon oreille, pardonne-moi de ne pas avoir su voir qui tu étais vraiment. Je promets de faire mieux à l'avenir. C'est pardonné, maman. Nous allons tous faire mieux à l'avenir. Papa s'approche à son tour et me serre dans ses bras. Marguerite, je suis fière de toi, incroyablement fière, et j'ai hâte de travailler avec toi sur le projet Textiles Dubois. Moi aussi, papa. Nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Alors que je monte faire mes derniers bagages, je réalise que quelque chose d'extraordinaire vient de se produire. En révélant qui j'étais vraiment, j'ai non seulement libéré mon propre potentiel, mais j'ai aussi libéré ma famille de ses préjugés et de ses limitations. La petite Marguerite effacée est morte hier soir, à l'âge de 30 ans. À sa place est née docteur. Marguerite Dubois, ingénieure en chef, future entrepreneuse, femme libre et déterminée. Et cette nouvelle Marguerite va changer le monde, à sa façon, avec ses propres règles, selon sa propre vision. L'aventure ne fait que commencer. 6 mois plus tard,
Je me tiens dans la salle de réunion principale de l'Agence spatiale européenne, face à un écran géant qui affiche les résultats de nos derniers tests de propulsion. Autour de la table, 20 ingénieurs de différentes nationalités écoutent attentivement ma présentation sur les avancées révolutionnaires que nous avons accomplies. Comme vous pouvez le voir, dis-je en pointant les graphiques, notre nouveau système de propulsion ionique hybride a dépassé toutes nos attentes. Nous avons augmenté l'efficacité énergétique de 37% par rapport au modèle précédent. Dr Hansen, le directeur technique danois, hoche la tête avec satisfaction. Extraordinaire, Dr Dubois. Ces résultats sont bien au-delà de ce que nous espérions. À ce rythme, nous pourrons lancer la mission Mars-Europa avec 2 ans d'avance sur le calendrier initial. Une vague de murmures enthousiastes parcourt l'Assemblée. La mission Mars-Europa est le projet le plus ambitieux de l'ESA pour la prochaine décennie. Envoyer une sonde vers Mars puis vers Europe, la Lune de Jupiter, avec un système de propulsion révolutionnaire qui permettrait de réduire drastiquement les temps de trajet. Dr Dubois, intervient Dr Rossi, notre spécialiste italien en systèmes embarqués. Votre approche de l'optimisation des flux ioniques est vraiment novatrice. Comment avez-vous eu cette intuition? Cette question me fait sourire. Si seulement il savait que cette intuition découle directement de mes connaissances en textile technique. L'inspiration m'est venue en étudiant les propriétés des fibres de carbone utilisées dans l'industrie aérospatiale et en appliquant les principes de tissage à la structuration des champs magnétiques dans les moteurs ioniques. Disons que j'ai une approche pluridisciplinaire du problème, réponds-je diplomatiquement. Parfois, les meilleures solutions viennent de domaines qu'on n'associe pas naturellement à l'aérospatiale. Après la réunion, je regagne mon bureau, un espace lumineux avec vue sur les installations de test de l'ESA. Sur ma table, 3 dossiers m'attendent. Des propositions de collaboration avec Boeing, Airbus et une invitation à intervenir lors du prochain congrès international d'astronautique à Paris. Mais ce qui retient vraiment mon attention, c'est l'email que je viens de recevoir de Maître Dupont, le notaire de Beaumont-sur-Loire. L'objet est sans équivoque. Finalisation rachat textile Dubois. Rendez-vous vendredi 14h. Mon cœur s'accélère. Après 6 mois de négociations, de recherche de financement et de préparation minutieuse, le moment est enfin arrivé. Vendredi prochain, je vais devenir officiellement propriétaire de l'entreprise familiale. Mon téléphone sonne. C'est Julien. Alors, championne de l'espace, comment s'est passée ta présentation? Mieux que prévu. Hansen parle déjà d'avancer le calendrier de Mars-Europa. Et toi, comment ça se passe chez Airbus? Excellemment bien. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mon chef de projet m'a officiellement confirmé que nous voulons être votre premier client chez Textiles Dubois 2.0. Cette nouvelle me fait bondir de joie. Depuis des mois, Julien négocie discrètement avec ses collègues d'Airbus pour qu'ils acceptent de sous-traiter certaines pièces textiles à mon future entreprise. Avoir Airbus comme premier client nous donnerait une crédibilité immédiate dans le secteur. Tu es sérieux? Ils ont dit oui. Contrat de 3 ans, minimum 50 000 € par mois de commande, avec possibilité d'extension selon nos performances. Qu'est-ce que tu en dis? Je ferme les yeux, calculant rapidement. 50 000 € par mois, c'est 600 000 € par an. Avec ce seul contrat, la rentabilité de Textile Dubois serait assurée dès la première année. Julien, tu viens de sauver mon business plan. Avec cette garantie, je vais pouvoir négocier des conditions bancaires infiniment plus favorables. C'est bien le but. Au fait, tu as eu des nouvelles de ton père aujourd'hui? Il m'a envoyé un SMS ce matin. Les employés sont de plus en plus motivés par le projet de transformation. Même Madame Moreau, qui travaille là-bas depuis 20 ans, s'est inscrite à des cours du soir pour apprendre les bases de la production textile technique. Cette évolution me touche particulièrement. Madame Moreau, 60 ans, opératrice sur machine à tisser traditionnelle, qui décide d'apprendre de nouvelles compétences pour s'adapter aux changements que j'apporte. Elle incarne parfaitement l'esprit que je veux insuffler à la nouvelle entreprise. L'adaptabilité, la curiosité, la volonté de progresser. Et tes frères, ils donnent toujours de leurs nouvelles? Antoine m'a appelé hier soir. Il envisage de quitter Lyon pour s'installer à Toulouse. Apparemment, il a trouvé un poste intéressant au CHU, et sa femme adore l'idée de se rapprocher de nous. Et Philippe a eu une révélation. Il m'a dit qu'il réfléchissait à quitter son cabinet marseillais pour créer sa propre structure spécialisée en droit des nouvelles technologies. Il aimerait devenir notre conseil juridique quand l'entreprise se développera. Cette perspective m'amuse et m'émeut à la fois. Mes 2 frères, qui m'ont ignoré pendant des années, qui cherchent maintenant à se rapprocher de moi, à faire partie de mon univers professionnel. C'est un renversement complet de nos rapports familiaux.
Ils ont compris que tu es devenue la locomotive de la famille, observe Julien avec justesse. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'enfin, nous pouvons avoir des relations d'égal à égaux. Plus de condescendance, plus de sous-estimation, juste du respect mutuel. Le reste de l'après-midi passe rapidement. Je finalise les derniers détails techniques pour le test de validation de notre système de propulsion, puis je quitte l'ESA vers 18h pour rentrer dans notre appartement toulousain. Julien et moi avons trouvé un magnifique 3 pièces près du canal du Midi, avec une terrasse qui donne sur l'eau. C'est notre petit cocon, l'endroit où nous construisons notre nouvelle vie loin des regards familiaux, loin des préjugés du passé. En ouvrant la porte, je trouve Julien dans la cuisine, préparant un dîner aux chandelles. « Qu'est-ce qu'on fête ?» demandai-je en l'embrassant. « Ton succès à l'ESA, mon contrat avec Airbus, et surtout, il sort une enveloppe de sa poche, me la tend avec un sourire mystérieux. Surtout ça. J'ouvre l'enveloppe et découvre un document officiel de la banque. Un accord de prêt pour 1,8 million d'euros, avec des conditions exceptionnellement favorables. Comment as-tu obtenu ça? En utilisant nos 2 salaires comme garantie, plus le contrat Airbus que je leur ai présenté ce matin. Avec ça, plus tes économies personnelles, tu as largement de quoi racheter et moderniser Textile Dubois. Je me jette dans ses bras, submergé par l'émotion. Après tant d'années de secrets et de frustration, tout se concrétise enfin. Mes rêves les plus fous deviennent réalité. « Tu te rends compte ?» murmure-t-il contre mon oreille. « Dans 3 jours, tu vas être PDG de ta propre entreprise. PDG. » Ce titre résonne étrangement. Moi, la petite Marguerite qui classait des factures chez Bertrand & Associés il y a 6 mois, je vais diriger une entreprise de 45 personnes, négocier avec des clients internationaux, prendre des décisions stratégiques qui affecteront des dizaines de familles. J'ai peur, Julien. Peur de quoi? Peur d'échouer. Peur de décevoir tous ceux qui croient en moi maintenant. Papa, les employés, mes futurs clients, ils me regardent droit dans les yeux, ses mains encadrant mon visage. Marguerite, tu as passé 5 ans à cacher ton génie pour ne pas déranger l'ordre établi. Tu as obtenu un doctorat en secret, tu as décroché un poste de direction à l'ESA, tu as développé un système de propulsion révolutionnaire. Tu crois vraiment que gérer une petite entreprise textile va te poser problème? Sa confiance me rassure. Il a raison. J'ai accompli des choses bien plus difficiles. Mais il y a une différence. Jusqu'à présent, je ne faisais de mal à personne si j'échouais. Là, des emplois dépendent de mes décisions. Le lendemain matin, je pars pour Beaumont-sur-Loire. Le trajet en voiture me donne le temps de réfléchir, de préparer mentalement cette dernière étape avant la signature officielle. En arrivant dans ma ville natale, je ressens une émotion étrange. Tout semble identique, les mêmes rues, les mêmes façades, le même rythme tranquille. Mais moi, j'ai radicalement changé. Il y a 6 mois, j'étais une employée anonyme qui vivait dans l'ombre. Aujourd'hui, je reviens en conquérante. Je me gare devant l'usine Textile Dubois. En sortant de ma voiture, j'aperçois papa qui m'attend devant l'entrée principale, accompagné de Madame Moreau et de 3 autres employés. « Marguerite !» s'exclame papa en venant m'embrasser. « Comment va notre future patronne ?» Ce « notre future patronne » me fait sourire. Papa a complètement intégré le changement de statut. Plus de condescendance, plus de surprise feinte. Il me parle désormais comme à une égale, avec un respect que je ne lui avais jamais connu. « Bonjour, Madame Moreau », dis-je, en serrant la main de l'opératrice. « Papa m'a dit que vous suiviez des cours pour vous adapter aux nouvelles technologies. » Elle rougit légèrement, visiblement fière qu'on reconnaisse ses efforts. « Oh, vous savez, mademoiselle Marguerite, enfin, docteur Dubois, ce n'est pas facile à mon âge, mais j'ai envie d'apprendre. Votre père nous a expliqué votre projet, et je trouve ça formidable. Après 20 ans à faire toujours la même chose, l'idée de découvrir de nouvelles techniques me stimule. Cette réaction m'émeut profondément. Madame Moreau représente exactement l'état d'esprit que je veux développer chez tous nos employés. La curiosité, l'adaptabilité, l'envie de progresser. Madame Moreau, dès que le rachat sera officialisé, nous organiserons des formations pour tous les employés. Je veux que chacun puisse évoluer dans la nouvelle entreprise, acquérir de nouvelles compétences, avoir de meilleures perspectives de carrière. « Et les salaires ?» demande timidement Monsieur Roussel, le contremaître. On nous a dit qu'il y aurait des augmentations. Papa intervient avant que je puisse répondre. Marguerite a prévu une revalorisation générale dès la première année, plus 15% en moyenne, et beaucoup plus pour ceux qui accepteront d'évoluer vers les nouveaux postes techniques. Cette confirmation provoque des sourires radieux. Pour ces gens qui vivaient dans l'incertitude depuis des mois,
craignant la fermeture de l'entreprise, l'annonce d'augmentation salariale et de formation représente un espoir inespéré. Mais il faut que vous compreniez une chose, ajoutai-je en m'adressant à tout le groupe. La nouvelle Textile Dubois sera exigeante. Nous allons produire des matériaux de très haute technologie pour des clients qui n'acceptent aucun défaut. Il faudra être rigoureux, perfectionniste, toujours prêt à apprendre. Nous sommes prêts, répond Madame Moreau avec détermination. Nous attendions cette chance depuis longtemps. Cette chance. Voilà exactement ce que représente ce rachat. Une chance pour tous. Une chance pour l'entreprise de survivre et de prospérer. Une chance pour les employés d'évoluer professionnellement. Une chance pour moi de prouver définitivement ma valeur. Nous visitons l'usine ensemble. Papa me montre les machines actuelles, explique les processus de production, détaille les contraintes techniques. Je prends des notes mentales, visualisant déjà les transformations nécessaires. Cette zone sera entièrement réaménagée pour accueillir les métiers à tisser haute technologie, dis-je en pointant un espace de production. Là, nous installerons les systèmes de contrôle qualité automatisés, et cette partie sera dédiée à la recherche et développement. Recherche et développement, répète M. Roussel, impressionné. Nous allons avoir notre propre laboratoire? Absolument. Je veux que Textile Dubois devienne une référence en innovation textile. Nous ne nous contenterons pas de produire ce que les clients demandent, nous inventerons les matériaux de demain. Cette vision ambitieuse galvanise visiblement les employés présents. Ils commencent à comprendre que leur petite entreprise familiale va se transformer en acteur technologique de premier plan. L'après-midi, je me rends chez le notaire pour les dernières formalités. Maître Dupont, un homme âgé qui connaît la famille Dubois depuis 30 ans, me reçoit avec un mélange de surprise et d'admiration. Mademoiselle Dubois, pardon, docteur Dubois, je dois vous avouer que quand votre père m'a annoncé que vous repreniez l'entreprise, j'ai eu du mal à y croire. Je comprends, maître Dupont. Ma transformation a surpris beaucoup de monde. Mais maintenant que je vois votre dossier, vos qualifications, votre business plan, je dois dire que je suis impressionnée et rassurée pour l'avenir de l'entreprise. Nous passons 2 heures à examiner tous les documents, les statuts de la nouvelle société, les contrats de reprise, les accords bancaires, les projets d'investissement. Tout est parfaitement en ordre. Une dernière signature et l'affaire est conclue, dit le notaire en me tendant le document final. Je prends le stylo, suspends mon geste un instant. Dans quelques secondes, je vais devenir officiellement PDG de Textile Dubois. 30 ans après ma naissance, la petite dernière de la famille va prendre le contrôle de l'entreprise familiale. Je signe. Félicitations, docteur Dubois. Vous êtes désormais propriétaire de Textile Dubois. En sortant de l'étude notariale, je trouve papa qui m'attend dans sa voiture. Il a l'air ému, un peu nostalgique aussi. Alors, c'est fait ? Demande-t-il. C'est fait. À partir de lundi, je suis votre patronne. Il éclate de rire, mais je sens que ce rire cache une émotion profonde. Tu sais, Marguerite, il y a quelque chose que je n'ai jamais eu le courage de te dire. Quoi donc? Quand tu étais petite, tu avais une façon de regarder les machines dans l'usine. Tu posais des questions très précises sur le fonctionnement des métiers à tisser, sur les propriétés des différentes fibres. Ta mère et moi, nous pensions que c'était de la simple curiosité d'enfant, mais maintenant je me rends compte que c'était déjà ton génie qui s'exprimait. Cette révélation me bouleverse. Papa avait remarqué mon intérêt précoce pour la technique, mais il n'avait pas su l'interpréter correctement. Pourquoi ne m'avez-vous jamais encouragé dans cette voie? Parce que nous étions idiots, parce que nous pensions qu'une fille ne pouvait pas diriger une entreprise industrielle, parce que nous étions prisonniers de nos préjugés d'une autre époque. Il marque une pause, cherchant ses mots. Mais maintenant, je vais pouvoir me rattraper. Je vais t'aider à transformer cette entreprise, t'apporter mon expérience, apprendre de tes innovations. Pour la première fois depuis 15 ans, j'ai hâte d'aller travailler lundi matin. Cette confession me réconcilie définitivement avec papa. Nous avons perdu beaucoup de temps à cause des malentendus et des préjugés, mais nous avons encore de nombreuses années pour construire quelque chose de beau ensemble. Le soir, toute la famille se réunit pour fêter l'événement. Antoine et Philippe sont venus spécialement de Lyon et Marseille, maman a préparé un repas de fête, et même grand-père a fait l'effort de se déplacer malgré ses 82 ans. À notre PDG, lance Antoine en levant son verre de champagne. À docteur Marguerite Dubois, directrice de l'ESA et présidente de Textile Dubois, renchérit Philippe. Nous trinquons dans la bonne humeur, mais je sens que cette célébration marque plus qu'un simple rachat d'entreprise. Elle marque la naissance d'une nouvelle dynamique familiale, basée enfin sur le respect mutuel et la reconnaissance de nos talents respectifs. Dis-moi, petite sœur, demande Antoine avec curiosité, comment vas-tu gérer tes 2 activités, l'ESA et l'entreprise familiale? Pendant les 6 premiers mois,
je me contenterai de superviser la transformation à distance. Papa gère le quotidien, moi je m'occupe de la stratégie et des grands contrats. Ensuite, quand l'entreprise sera stabilisée dans sa nouvelle configuration, je négocierai peut-être un temps partiel avec l'ESA. Un temps partiel à l'Agence spatiale européenne, s'étonne maman. Ils accepteront ça? Quand on est indispensable, on peut négocier beaucoup de choses. Et mes résultats sur le projet Mars Europa me donnent une position de force pour discuter de mon avenir. Cette assurance dans ma voix surprend encore ma famille. Ils découvrent une Marguerite qu'ils ne connaissaient pas, ambitieuse, stratège, sûre de sa valeur. Et si nous parlions de l'avenir, dit soudain grand-père. Marguerite, tu as racheté l'entreprise, tu vas la transformer, mais as-tu pensé à la succession? Qui reprendra après toi? Cette question me fait sourire. Grand-père pense déjà à la génération suivante, aux petits-enfants qu'il espère voir naître. Grand-père, j'ai 30 ans, je viens de racheter l'entreprise, laisse-moi d'abord la faire prospérer. Mais tu as raison de poser la question. Julien et moi, nous voulons des enfants. Et ces enfants grandiront dans un environnement où ils pourront devenir tout ce qu'ils voudront, sans limitation liée à leur sexe ou aux attentes familiales. Des petits-enfants ingénieurs? Demande papa avec espoir. Ou médecins, ou avocats, ou artistes, ou n'importe quoi d'autre. L'important, c'est qu'ils soient libres de choisir leur voie et qu'ils aient les moyens de leurs ambitions. Cette promesse d'une nouvelle génération élevée différemment semble rassurer tout le monde. Nous avons appris de nos erreurs. Nous ne les reproduirons pas. La soirée se termine dans une atmosphère chaleureuse et optimiste. Pour la première fois depuis des années, toute la famille Dubois se projette vers l'avenir avec confiance et enthousiasme. En rentrant à Toulouse le lendemain, je réfléchis au chemin parcouru. Il y a 1 an, j'étais encore l'assistante administrative effacée qui cachait son génie par peur de déranger. Aujourd'hui, je dirige un projet spatial révolutionnaire et je viens de racheter l'entreprise familiale. Mais surtout, j'ai réussi à transformer les rapports dans ma famille, à imposer le respect de ma personnalité et de mes compétences. La petite Marguerite soumise a définitivement cédé la place à docteur. Marguerite Dubois, femme libre et ambitieuse. 2 ans plus tard, je me tiens sur la terrasse de notre nouvelle maison à Toulouse, berçant notre fille Emma dans mes bras. À 6 mois, elle a déjà les yeux curieux de Julien, et ma détermination dans le regard. Devant nous s'étend un jardin où nous avons planté un petit potager, notre façon de rester connectés à la Terre malgré nos ambitions spatiales. Mon téléphone vibre. Un message de papa. Commande Boeing confirmée. 2,3 millions d'euros. Textile Dubois est officiellement devenu leader européen des composites aérospatiaux. Merci ma fille. Je souris en relisant ce message. Textile Dubois emploie maintenant 65 personnes, a triplé son chiffre d'affaires, et nos innovations font référence dans l'industrie mondiale. Madame Moreau est devenue chef d'équipe sur les nouvelles chaînes de production, et 3 de nos anciens employés suivent des formations d'ingénieurs en cours du soir. La porte s'ouvre derrière moi. Julien rentre de l'ESA, où il a rejoint mon équipe il y a 6 mois. Ensemble, nous venons de finaliser le système de propulsion qui enverra la première mission habitée vers Mars dans 3 ans. Comment vont mes 2 femmes préférées? Demande-t-il en nous embrassant. Emma a fait ses premiers gazouillis scientifiques, plaisantai-je. Je pense qu'elle essayait d'expliquer la relativité restreinte. Avec sa mère, rien d'étonnant. Antoine klaxonne dans l'allée. Il arrive de l'hôpital toulousain où il s'est installé définitivement, suivi de Philippe, qui a créé son cabinet de droit technologique et travaille désormais exclusivement avec des entreprises innovantes. Nos relations familiales se sont complètement transformées. Nous sommes devenus des partenaires, des complices, des égaux. Alors, petite sœur, dit Antoine en prenant Emma dans ses bras, prête pour l'inauguration de demain? Demain, nous inaugurons le nouveau site de Textile Dubois. 15 000 mètres carrés ultra-moderne avec laboratoire de recherche, chaîne de production automatisée et centre de formation continue. L'entreprise que papa dirigeait tant bien que mal est devenue une success story européenne. Plus que prête. D'ailleurs, j'ai une surprise pour vous. Je sors de ma poche une lettre officielle de l'Élysée. Emma et moi sommes invités à recevoir la Légion d'honneur pour contribution exceptionnelle à l'innovation française et européenne. Le silence qui suit cette annonce me rappelle celui de mon 30e anniversaire, mais cette fois, c'est un silence d'admiration pure. La Légion d'honneur? Murmure Philippe. Notre petite sœur va être décorée par le président de la République? Apparemment, transformer une entreprise familiale mourante en leader technologique tout en révolutionnant la propulsion spatiale, ça mérite une reconnaissance nationale. Maman,
qui venait d'arriver avec grand-père, porte la main à son cœur. Ma fille va recevoir la plus haute distinction française. Notre fille, corrige papa en me serrant dans ses bras. Notre fille extraordinaire qui nous a tous rendus meilleurs. Emma gazouille dans les bras d'Antoine, comme si elle comprenait l'importance du moment. Cette petite fille grandit dans un monde où l'intelligence féminine est célébrée, où l'ambition est encouragée, où les limites n'existent que pour être dépassées. Tu sais ce qui me rend le plus fier, dis-je en regardant ma famille rassemblée. Ce n'est pas la Légion d'honneur, ni le succès de l'entreprise, ni même mes innovations à l'ESA. C'est que nous ayons réussi à nous transformer tous ensemble, que nous soyons devenus une vraie famille, basée sur le respect et l'amour authentique. Grand-père, maintenant âgé de 84 ans mais toujours lucide, s'approche de moi avec émotion. Marguerite, quand j'ai fondé cette entreprise il y a 60 ans, je rêvais qu'elle survive à ma mort. Grâce à toi, elle va me survivre de plusieurs générations. Et surtout, tu as prouvé que dans cette famille, le génie n'a pas de sexe. Le soleil se couche sur Toulouse, et je réalise que ma double vie d'autrefois a cédé la place à une vie unique, authentique, pleinement assumée. Docteur Marguerite Dubois n'est plus un secret. C'est qui je suis vraiment, sans masque ni compromis. Emma s'endort dans mes bras, tandis que ma famille bavarde joyeusement autour de nous. Demain, nous inaugurerons le nouveau site. Dans 6 mois, notre mission Mars Europa décollera. Dans quelques années, Emma prononcera ses premiers mots, peut-être fusée ou innovation. L'avenir nous appartient, et cette fois, je n'ai plus besoin de le conquérir en secret. Je l'ai déjà gagné, au grand jour, entouré de ceux que j'aime, et qui m'aiment enfin pour ce que je suis vraiment. Alors, qu'avez-vous pensé de l'incroyable transformation de Marguerite? Cette histoire vous a-t-elle inspiré? N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour plus d'histoires captivantes, et dites-moi en commentaire, connaissez-vous quelqu'un qui cache son vrai potentiel comme Marguerite l'a fait?